Pardon, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par Oversea. Alors aujourd'hui, on va faire un tour d'horizon des trades principaux. On va parler du transatlantique, donc Europe, États-Unis. On va parler de l'import Asie et on va surtout faire un focus sur les nouveaux tarifs douaniers aux États-Unis. Donc pour nous éclairer aujourd'hui, on a la chance d'avoir Louis, qui est responsable achat sur le trade transatlantique, et Donatien, qui est notre expert douane chez Oversea. Bonjour. Voilà. Et de mon côté, je suis Héloïse Roux et donc je suis responsable des achats maritimes chez Oversea et je vais m'occuper aujourd'hui de l'animation et puis de faire le petit update sur l'import Asie à la fin du webinaire. Alors, on va démarrer dans quelques instants. On attend un petit peu que tous les participants se connectent et puis en attendant, je vous présente rapidement Oversea si jamais certains d'entre vous ne nous connaissent pas encore. Donc, Oversea est un commissionnaire de transport digital. On exerce depuis plus de 7 ans pour optimiser la supply chain de nos clients. On accompagne aujourd'hui plus de 700 chargeurs partout dans le monde et dans différentes industries. Donc, vous avez quelques exemples des clients qui nous font confiance qui s'affichent à l'écran. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui participent à ce webinaire aujourd'hui. Je pense qu'on va pouvoir démarrer. Alors, pour ce qui est du plan du jour, on va commencer par un update marché sur le transatlantique, donc sur le trade Europe vers l'Amérique. Ensuite, on va faire un focus sur les nouveaux tarifs douaniers américains. Et enfin, on fera un update marché sur l'import Asie, parce qu'il y a quand même quelques petites nouvelles sur l'import Asie. Et vraiment, dernière information avant de se lancer, n'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant et tout au long de la présentation, dans l'espace qui est prévu à cet effet en bas à droite de votre écran, puisque à la fin du webinaire, vous le savez, on prend toujours le temps qu'il faut pour répondre en live à vos questions. Et donc voilà, on gardera 5 à 10 minutes pour répondre à vos questions à la fin du webinaire. Et on va donc tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On commence par le trade transatlantique. Dans un premier temps, Louis, est-ce que tu pourrais commencer par faire un point des différents éléments de contexte qui impactent le marché transatlantique aujourd'hui? Yes, merci Héloïse. Bonjour à tous. Alors, sur les mois de février et mars, on a quand même observé des grèves en Europe, notamment au Havre, vous avez pu l'observer. Globalement, ça s'est résolu récemment avec l'annonce d'une suspension vendredi dernier, mais on a observé pendant tout le mois de mars des terminaux complètement saturés, des manques d'équipement sur les terminaux inland également, un déplacement des volumes vers Dunkerque ou Anvers. En bref, toute la logistique française était un petit peu bousculée. On espère que cela se remettra dans les semaines à venir. On attend quand même au moins 2 semaines de congestion au départ du Havre. On a aussi les nouvelles alliances qui ont été mises en œuvre à peu près à la mi-février. Globalement, le gros changement, c'était la naissance de Gemini, qui a été lancé le 5 février. On a donc les géants danois et allemands qui proposent désormais un modèle basé sur les hubs continentaux. Donc, on retrouve Rotterdam en Europe, Tanger pour la Med, Singapour en Asie, par exemple. Et globalement, ils déploient une capacité de près de 3,5 millions d'équivalents 20 pieds. Sur le transat, ça représente une capacité qui augmente de plus de 40%. Donc, ils ont 4 nouveaux services au départ de Rotterdam et de Tanger. Donc, ces services sont donc indirects pour les ports français, ce qui ne convainc pas forcément les chargeurs français et qui sont encore un petit peu réticents à cette utilisation. On parle d'un Le Havre New York en 18 jours, donc quand même presque 2 fois plus que Ocean Alliance ou MSC. Ocean Alliance, justement, qui aurait pu profiter de ce changement stratégique, ils n'ont pas su réagir sur le mois de mars. Ils ont proposé 2 blank sailing. Du coup, ils n'ont pas vraiment arrangé la situation sur la capacité. Et c'est donc MSC qui, finalement, en cavalier seul, a profité de ce quarter et a affirmé sa position dominante. Ils ont quasiment doublé leur volume en 4 semaines. La qualité de service est toujours au rendez-vous. Et pour rappel, MSC, c'est la plus grande capacité sur le marché, avec près de 4 millions d'équivalents 20 pieds. Donc voilà, c'est eux aussi les seuls à proposer un service direct au départ de Fos. Donc assez intéressant pour nos clients et nos chargeurs sur la Med. Le dernier élément, c'est donc l'arrivée de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Globalement, les carrières maritimes, ils vont aussi être impactés par ces annonces, puisque des péages ont été annoncés entre 500 000 à peu près et 1,5 million pour chaque bateau construit en Chine qui touche un port américain. Globalement, chez les 3 géants, ça va représenter 25% des navires chez MSC, à peu près 30% chez Gemini, et on parle de 40% chez CMA, voire 50% si on compte Ocean Alliance avec leurs accords avec Costco ou Evergreen, ce qui pourrait donc expliquer aussi des investissements massifs annoncés par la CMA sur la logistique aux US. Donc, si ces taxes sont mises en place, on peut attendre soit des descentes de charges pour les chargeurs, donc une hausse du marché, soit des remodifications de services pour limiter les ports US sur les services américains. En parlant d'augmentation des surcharges, on note également sur Q2 l'augmentation de l'ETS de près de 10% sur ce trade. On arrive autour de 120 € pour un 40 H-Cube ou encore plus de 200 € pour des 40 reefers, pour vous donner un ordre de grandeur.
Donc Donatien vous parlera un petit peu plus tard de l'augmentation des taxes qui concerne vraiment les chargeurs. Et voilà, il faut aussi garder en tête que les carrières maritimes auront un impact qui sera sûrement descendu à notre niveau. Donc affaire à suivre très vite. Ok, merci beaucoup Louis. Donc si je résume, en gros, on a un marché transatlantique qui est quand même dans un contexte particulier en ce moment, avec du mouvement sur le trade depuis le début de l'année. Tu disais quand même une tension sur la capacité, et donc finalement on observe un rush cargo en ce moment, en tout cas sur certaines alliances. Est-ce que toi tu envisages des impacts sur les taux au deuxième trimestre? Ouais, exactement. Complètement un rush cargo avec les grèves au Havre qui n'ont pas aidé les nouvelles alliances à se mettre en place. On arrive à la situation actuelle, c'est-à-dire les navires pleins sur 3 voire 4 semaines, et donc une tension tarifaire à l'arrivée du Q2. Le trade a mis en place des PSS dès mars, ce qui était très très tôt. Habituellement, on parle de PSS plutôt pour le deuxième quarter. Donc typiquement, là, à partir du 1er avril, on parle de PSS chez APAG, Ocean Alliance ou MSC, comme vous le voyez à l'écran. Voilà, donc entre 500, 300, 500 dollars par TEUs, donc un marché plutôt à la hausse sur ce deuxième quarter. Ok, donc potentielle augmentation quand même du coût du transport au deuxième trimestre, même si on ne connaît pas encore le montant exact, peut-être que je le précise, mais les PSS, elles sont souvent annoncées par les compagnies très en amont pour des raisons de règles de FMC, etc. On n'a peut-être pas encore le montant tout à fait exact de cette augmentation, mais a priori, on se dirige vers un deuxième trimestre avec une augmentation des coûts. Tu parlais aussi de l'augmentation de l'ETS. Dans ce contexte, toi, quelles seraient tes recommandations que tu pourrais formuler pour un exportateur français aujourd'hui sur les États-Unis? Ouais, il y a plusieurs recommandations à avoir en tête. La première, et c'est la règle d'or, on la propose au maximum, c'est l'anticipation. Rapprochez-vous de vos transitaires, essayez de comprendre les fenêtres de booking pour anticiper au maximum. Aujourd'hui, on parle de mi-avril, donc quasiment 4 semaines. Donc globalement, il faut passer dès aujourd'hui vos bookings pour la deuxième et troisième semaine d'avril. La contractualisation aussi, elle peut être trimestrielle, semestrielle ou même encore plus. Globalement, elles peuvent vous protéger lors de GRI ou PSS. Donc quand le trade va se tendre, voilà, les carrières maritimes vont imposer des PSS qui vont redescendre à tous leurs chargeurs spot. Quand vous avez déjà montré patte blanche auprès des carrières maritimes, souvent vous pouvez être protégé de ces surcharges imprévues. Et enfin, il y a le spot qu'on peut garder en tête. C'est quelque chose, il faut savoir rester opportuniste. Donc Maersk est un carrière qui fonctionne vachement de ce point de vue. Globalement, le spot est à surveiller. Garder en tête les certaines contraintes opérationnelles, notamment les cancellation fees, la validité des taux. Souvent, les taux sont valables sur 48 heures. C'est vraiment comme un billet que vous pouvez prendre d'un point de vue personnel. Et enfin, la qualité de service qui est vraiment pas forcément au rendez-vous. Donc, il faut savoir jouer entre vos contractualisations et le spot pour répartir au mieux vos volumes et anticiper ce deuxième quarter. Merci beaucoup Louis pour ce tour d'horizon. Vous avez remarqué sur Oversea, on est assez consistant dans nos conseils, c'est toujours anticiper, contractualiser et soyez opportuniste quand vous pouvez l'être. Alors maintenant, on a un sujet qui nous a été largement demandé de couvrir en webinaire par beaucoup de nos clients, qui fait beaucoup parler actuellement. Je parle bien sûr des tarifs douaniers américains et de manière plus générale en fait des décisions du président Trump sur le sujet plus global de la politique commerciale des États-Unis. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir Donatien qui va nous aider à décrypter tout ça. En fait, l'objectif du jour, c'est de clarifier ce qui est réellement en place, en distinguant vraiment ce qui a été un effet d'annonce, et la réalité concrète des mesures applicables. C'est d'analyser l'impact concret sur les échanges commerciaux et aussi vous donner les clés pour anticiper les prochaines évolutions parce que c'est un sujet qui est toujours en cours aujourd'hui. Donatien, est-ce que tu pourrais commencer par détailler les mesures qui sont aujourd'hui certaines qui ont été prises sur le Canada, le Mexique et la Chine par les États-Unis? Ouais, tout à fait. Merci beaucoup, Héloïse. Alors oui, tout à fait. Ce qu'il faut retenir pour le Canada, donc le 1er février 2025, Trump avait annoncé des droits de douane de 5% sur toutes les importations canadiennes et même jusqu'à 10% sur l'énergie, donc tout ce qui est pétrole et gaz notamment. Et suite à des négociations avec le gouvernement Trudeau, ces droits de douane avaient été ensuite repoussés au 4 mars. Entre-temps, le Canada avait réagi immédiatement avec des droits de douane de représailles de 25%, qui portaient sur l'équivalent de 155 milliards de dollars de produits américains. Mais des négociations ont eu lieu, que ce soit au niveau des gouvernements, mais aussi au niveau des représentations des secteurs d'activité. Par exemple, pour le secteur automobile, il y a eu des discussions directes entre Trump et certains constructeurs, notamment General Motors, Ford et Stellantis. En fait, un accord est sorti sur l'exemption temporaire de produits du secteur automobile qui respectait le cahier des charges de l'accord de libre-échange Canada, États-Unis, Mexique. C'est l'accord USMCA. Donc qui impose pour un mois. Et au final, en fait, ces négociations sont même allées plus loin. Et en réalité, ce sont tous les produits manufacturés
qui rentrent dans cet accord donc USMCA qui sont concernés et du coup, ce qui va épargner une très large partie des importations de ces pays. Néanmoins, pardon, excusez-moi, néanmoins, ce mois de pause d'exemption va prendre fin le 2 avril prochain. Il faudra rester attentif aux futures annonces. Ce qui est bien applicable, en revanche, ce sont les droits de douane de 25% sur l'acier et l'aluminium, qui sont bien en place et effectifs depuis le 12 mars 2025. Alors, côté Mexique, ici, ce sera un levier un peu plus politique qu'économique. Le Mexique a initialement été ciblé par les mêmes tarifs que le Canada, donc les 5% sur les importations. Et le gouvernement mexicain avait également obtenu un report d'un mois en échange du renforcement de la sécurité frontalière avec les États-Unis. Le Mexique, pour le coup, s'est retrouvé quant à lui un peu plus mesuré que le Canada, et bien que la présidente mexicaine ait communiqué sur le travail de ses équipes sur des mesures de rétorsion, aucune mesure de représailles n'a été partagée pour l'instant. Comme pour le Canada, les produits du secteur automobile qui respectent le cahier des charges de l'USMCA sont exemptés, et également tous les produits manufacturés qui rentrent sous l'égide de cet accord, soit une très large partie des importations. Idem que pour le Canada, rendez-vous le 2 avril prochain pour les annonces. En revanche, ce qui est bel et bien applicable, ce sont les droits de douane sur l'acier et l'aluminium à 25%, qui sont bien effectifs depuis le 12 mars 2025. Côté chinois maintenant. Maintenant la Chine, donc la vraie bataille tarifaire, elle est ici. Hein. Les États-Unis ont doublé les tarifs douaniers sur les importations chinoises, donc passant de 10 à 20%, et ce donc à partir du 4 mars 2025. Alors pourquoi c'est la guerre commerciale la plus sérieuse? Parce que ces nouvelles restrictions chinoises sur les terrains affectent l'industrie high-tech américaine. L'électronique, les semi-conducteurs et l'énergie sont les secteurs qui sont les plus exposés. Et les nouvelles taxes vont augmenter considérablement les coûts pour les entreprises américaines. Également, le gouvernement américain a réfléchi à supprimer la règle dite de minimis, qui est un mécanisme d'exemption permettant de ne pas taxer un colis entrant aux États-Unis si son contenu est inférieur à $800. L'idée, c'est de contrer la forte croissance des sites chinois tels que Shein ou Temu. La réaction de la Chine, elle, ne s'est pas fait attendre. Le gouvernement chinois a instauré 15% de droits de douane sur le charbon et le gaz naturel liquéfié américain, 10% sur le pétrole brut et les machines agricoles, et 15% sur le soja, le blé et les produits laitiers. Ok, merci beaucoup Donatien pour ce tour d'horizon super clair. Et moi ce que j'en retiens, c'est que la décision commerciale la plus impactante et celle qui aura le plus d'effet, c'est vraiment celle prise à l'encontre de la Chine, et qu'en fait sur le Mexique et le Canada, on comprend qu'il y a aussi des enjeux presque plus politiques que commerciaux. Et pour les personnes qui nous écoutent, donc probablement des entreprises, on va dire françaises ou européennes, la question que tout le monde se pose, c'est qu'en est-il de l'Union européenne concernant les tarifs douaniers américains? Ouais, bien sûr. Côté UE, c'est vraiment un peu la grande inconnue. Ce qui a déjà applicable, donc c'est les sanctions sur l'acier et l'aluminium, hein, qui sont déjà effectifs. Et pour l'instant, ce sont les seuls qui sont applicables. Donc depuis le 12 mars 2025, les États-Unis appliquent 25% de droits de douane sur toutes les importations d'acier et d'aluminium. Les produits, donc ça prend en charge donc les produits en aluminium qui sont concernés, mais aussi les ouvrages en aluminium, aussi les produits en acier et les ouvrages en acier, ce qui rend la mesure assez large en fin de compte, en application. La réaction de l'UE face à ces droits de douane s'est fait via la Commission européenne, qui a indiqué que l'UE souhaitait taxer à 25%, et ce dès le 1er avril prochain, des produits américains, issus notamment de la liste des produits datant de 2018, qui est la date en fait des premières mesures du premier mandat de Trump. Et parmi les marchandises ciblées, on en a pas mal entendu parler ces 2 dernières semaines dans les médias, mais il y avait notamment donc le whisky bourbon US, il y avait les motos les plus puissantes, donc notamment pour viser Harley Davidson. Mais aujourd'hui, rien n'a encore été publié au journal officiel de l'UE à date. Et on peut s'attendre dans les 15 prochains jours, enfin d'ici le 1er avril, de nouvelles annonces et en fonction des négociations qui auront lieu entre du coup l'UE et les US. En réponse à cette réaction de l'UE, en fait, Trump a aussi réagi et a menacé en fait des droits de douane donc de 25% sur toutes les importations européennes et notamment sur l'automobile. Et également, il y a quelque chose qu'on avait sûrement entendu parler, qui avait beaucoup bougé dans les médias, c'était les droits de douane de 200% sur les champagnes et les vins français et européens qui étaient envisagés. Ouais.
Et ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, je complète un peu en disant que cette annonce de 200% sur les champagnes et les vins, elle est responsable d'un certain rush de la part des producteurs de vins et spiritueux français pour exporter le plus vite possible aux États-Unis. Et donc ça crée un petit peu de tension sur la capacité. Donc, si je résume en tout cas ce que tu disais, Donatien, pour ce qui est Europe, on n'est pas du tout encore fixé sur exactement la direction que les discussions vont prendre entre déjà les membres de l'Union européenne, entre eux, et ensuite vis-à-vis des États-Unis. En tant qu'entreprise française, qu'est-ce que tu conseillerais à nos clients pour anticiper et pour suivre un peu l'évolution de ces discussions? Ouais, alors ce que nous, on peut que conseiller à nos clients, c'est surveiller de près donc les annonces et les mises en application via des sources fiables, notamment se baser donc sur la CBP, c'est la Custom Border and Protection. Il y a aussi tout ce qui est communication en présence de la Maison Blanche ou aussi de l'OMC. Évaluer l'impact des droits de douane sur vos importations et anticiper des stratégies d'atténuation. Diversifier vos fournisseurs pour éviter des surcoûts et limiter les risques commerciaux. Et optimiser la gestion douanière via des régimes suspensifs ou des stratégies adaptées. Pour vous aider à y voir plus clair, nous, on peut vous proposer un accompagnement personnalisé, des consultations pour une étude préliminaire adaptée à votre secteur, pour distinguer le vrai du faux sur les annonces et les impacts, clarifier les dates de mise en place des changements, identifier les bonnes pratiques, mettre en place des ajustements stratégiques dans votre supply chain. Vraiment, n'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus. On sera ravis de pouvoir vous aider. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les dernières actualités concernant les tarifs douaniers américains et leurs impacts sur le commerce international et les actions à mettre en place pour anticiper ces évolutions. Les prochaines semaines seront vraiment déterminantes, notamment sur l'avenir des droits de douane avec le Canada, le Mexique et l'UE. Et rendez-vous le 1er et le 2 avril prochain pour les nouvelles annonces du président Trump. Merci beaucoup, Donatien, très très éclairant. Et puis voilà, on vous tiendra évidemment au courant dans des communications écrites, voire dans un webinaire suivant si jamais il y a des grosses informations. Donc voilà. De mon côté, je vais terminer par un update rapide sur l'import Asie pour ce webinaire, puisqu'il y a quand même quelques évolutions, on va dire, un peu de mouvement sur le trade import Asie en ce moment. Donc pour résumer, sur l'import Asie, on est dans une crise de la demande depuis le début de l'année avec une demande qui est morose, mais on commence à voir les signes on commence à voir les premiers signes de reprise sur le trade. Donc la crise de la demande, elle a commencé par finalement un rush pré-nouvel an chinois assez faible. On n'a pas eu d'explosion de la demande au mois de janvier. On a eu ensuite un mois de février qui a été plutôt morose en termes de demande sur le marché, ce qui est attendu à cette période de l'année avec la fermeture des usines. Mais ce qui a surpris un petit peu le marché cette année, c'est que finalement, il n'y a pas eu de reprise non plus au mois de mars. Habituellement, on a une demande qui vient crescendo sur le trade à partir de la réouverture de la Chine fin février, début mars. Et cette année, les compagnies maritimes, elles ont anticipé, elles ont mis en place des GRI au 1er mars, elles l'ont couplé à des blank selling et en fait, rien de tout ça n'a marché. Finalement, la demande n'est pas repartie et les taux n'ont pas été soutenus. Pour vous donner un chiffre, on a eu environ moins 15% de capacité sur le mois de mars avec tous les blank selling qui ont été opérés. Et ce moins 15% n'a pas suffi à compenser la faible demande. Et donc, finalement, la GRI n'a pas tenu sur le mois de mars. Les taux ont baissé en mars par rapport à février, ce qui est quand même assez inédit sur le marché à cette période de l'année. Et on est dans une situation où les taux s'approchent très fort du plancher de 2024, voire même sont parfois en dessous du plancher de 2024. Donc, on pourrait se dire qu'on est de retour à une année finalement assez morose en termes de demande, mais intéressante pour les chargeurs en termes de taux, peu comme une année 2023. Pourtant, c'est pas tout à fait vrai. Attends, Donatien, t'as dit que tu répondais en direct à une question. C'est pas encore le moment des questions, mais on y arrive très bientôt. Voilà. Donc, non, je reprends. Donc, on commence à voir les premiers signes de reprise du marché. On a pas mal d'éléments qui nous mettent la puce à l'oreille. On a en premier lieu des forecasts d'avril qui sont assez dynamiques, notamment des clients BCO. On observe des niveaux de stock qui diminuent chez nos clients. Alors les niveaux de stock ils sont aussi diminués par l'effet grève, mais en tout cas les niveaux de stock bas généralement ça relance les importations. On a des ventes qui repartent chez certains de nos clients également. Il faut noter que c'est le début de la saison retail fashion, donc avec les nouvelles collections qui sont prévues et donc le retour de ces commodités dans les navires.
Et de manière générale, sur le deuxième trimestre, on peut aussi s'attendre à une anticipation du cargo de Noël, un petit peu comme l'année dernière, puisque, ça je vous l'apprends pas, mais le routing via le Cap de Bonne-Espérance est toujours le routing privilégié. Et donc, on peut s'attendre à ce que les importateurs anticipent le cargo de Noël. Alors, on est en mars, on n'a pas encore de cargo de Noël dans les navires, mais par contre, on peut se dire que cette année, il arrivera peut-être un peu comme l'année dernière, au mois d'avril et surtout au mois de mai et au mois de juin. On a donc un mois d'avril qui semble un peu plus dynamique avec des prévisions de remplissage navire d'ailleurs qui s'approchent des 100% selon les compagnies maritimes à partir de la semaine 15. Et donc forcément, vous le savez, dès lors qu'on voit même des faibles signes de reprise de la demande, les compagnies maritimes annoncent bien sûr des nouvelles GRI à partir du 1er avril. Donc l'ordre de grandeur, c'est un petit peu le même que l'ordre de grandeur du mois de mars, c'est plus 1500 à plus $2000 par conteneur. Alors, la question qu'on peut tous se poser, c'est quelles sont les perspectives? Est-ce que ces GRI vont tenir, en gros, et quelles sont les perspectives à moyen terme sur le trade? Et si vous êtes un habitué des webinaires, d'ailleurs, la réponse ne va pas vraiment vous surprendre puisque les messages, sont souvent les mêmes d'un webinaire à l'autre. Mais la première perspective, c'est que les taux spot vont probablement rester assez volatiles sur le deuxième trimestre. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui affirmer avec certitude que la GRI du 1er avril va tenir, mais en tout cas, il est raisonnable d'affirmer que les taux peuvent monter au deuxième trimestre. La demande repart à la hausse et généralement, quand la demande repart à la hausse, les taux de fret montent. On n'est donc pas du tout à l'abri déjà que la GRI du 1er avril tienne cette fois-ci. Et même si elle ne tient pas, que les compagnies retentent une GRI au 7 avril, au 15 avril, début mai, etc. Puisque de toute façon, elles vont vouloir soutenir une hausse des taux. Et donc, on pense vraiment que le marché spot va rester extrêmement volatile. On sait que depuis le Covid, les augmentations de taux, elles sont très, très amples. Et donc, une augmentation de taux, ça peut être $2000 d'un coup, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, dans cette volatilité du marché, notre conseil principal reste le même que d'habitude, c'est de vous tourner vers la contractualisation. Alors, il y a plusieurs modalités possibles dans la contractualisation. Vous n'êtes pas obligé d'engager 100% de votre flux sur un NAC annuel long terme. Vous pouvez décider de garder une partie de vos volumes sur du spot pour avoir la flexibilité du marché spot et profiter du marché spot quand il est intéressant. Vous pouvez engager, si vous le souhaitez, 100% de votre flux. Vous pouvez vous engager sur un taux trimestriel pour rester quand même un peu plus proche du marché et des évolutions du marché que dans un taux annuel. Mais en tout cas, ce qui est certain pour nous, c'est qu'aujourd'hui, le 100% spot n'est plus la bonne solution dans le marché actuel. Les compagnies maritimes, elles ont le champ libre pour appliquer des augmentations de taux, même lorsque le marché est assez peu dynamique. Et donc, pour nous, le 100% spot comporte du risque pour votre budget de transport, sachant qu'aujourd'hui, on est quand même dans une période idéale. Les taux de spot sont bas, donc vous pouvez contractualiser bas, et on est vraiment assez serein quand on parle d'une augmentation des taux en moyenne au deuxième trimestre. Voilà. Je vois qu'il nous reste, il est 11h52, donc il nous reste un petit peu de temps pour les questions. Merci beaucoup pour votre attention. On va passer maintenant aux questions. Donc, je vais regarder. Je vois qu'on a quand même quelques questions qui nous ont déjà été posées. Je vais démarrer tout de suite avec une question de Virginie sur l'import Asie qui a été beaucoup votée. Est-il pertinent de demander des taux de fret sur 3 mois ou sur 6 mois en import Asie? La réponse, elle est très simple et elle est sans nuance. Pour nous, c'est oui, complètement. Est-ce que c'est plus pertinent de demander sur 3 mois ou sur 6 mois? Ça va vraiment dépendre des besoins de votre supply chain et des besoins de votre budget transport. Est-ce que vous avez besoin de visibilité versus est-ce que vous avez besoin de compétitivité, quoi? En gros, c'est un peu ça. Aujourd'hui, pour répondre à votre question, on a des taux de fret moins chers sur 3 mois et un petit peu plus chers sur 6 mois ou sur de l'annuel. Donc voilà. Mais il est évidemment pertinent de demander des taux de fret sur 3 mois ou sur 6 mois. On vous conseille vraiment de contractualiser sur vos flux. Alors attendez, je vais trier les questions par vote pour prendre celles qui sont les plus demandées. Alors, je vois qu'il y a une question de Anne-Claire. Si les produits sont fabriqués en Chine, sont expédiés depuis la France vers les US, sont-ils taxés au même titre qu'une importation directe entre Chine et US? En gros, est-ce que les droits de douane sont impactés par une espèce de phase de transition en Europe? Alors, la question me semble un peu technique. Je ne sais pas si Donatien, tu as un ordre d'idée, enfin, tu as une idée pour y répondre? Ouais, si, ok, tant mieux. Ouais, si, bien sûr. Alors, la réponse est oui. Les produits, du coup, sont taxés au même titre qu'une importation directe entre la Chine et les US. Ce qu'il faut bien avoir en tête en douane, il faut bien séparer la provenance et l'origine. L'origine donc du produit est bien la Chine, même si la provenance physique, par exemple, du conteneur dans lequel ces produits vont être transportés, sera la France ou l'UE. Et donc, c'est bien l'origine de la marchandise initiale qui va porter du coup sur le taux de droit de douane applicable. Voilà.
Ensuite, je vais enchaîner sur une question d'Olivier. Qu'en est-il de la situation sur le canal de Suez? Situation encore durable? La réponse courte, c'est oui, la situation est encore durable et aujourd'hui, les compagnies maritimes n'envisagent pas de repasser par le canal de Suez, sauf les exceptions qu'on connaît et qui sont en vigueur depuis longtemps, donc un tout petit service de CMA, CGM ponctuellement, etc. Et la réponse un peu plus longue, c'est que la situation de crise au Moyen-Orient, elle dure toujours. Il y a eu donc la fin du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza depuis quelques jours, presque carrément une semaine maintenant, enfin plusieurs même peut-être semaines. Enfin, en tout cas, les Houthis ont annoncé qu'ils reprendraient leurs attaques visant d'abord les navires israéliens, puisque il y a toujours une tension à Gaza. Et les États-Unis sont maintenant en situation d'opération militaire au Yémen contre les Houthis. Et donc les Houthis ont ajouté les navires qui sont liés à l'Amérique et aux États-Unis dans la cible de leurs attaques. Donc bref, réponse courte, les compagnies maritimes n'envisagent pas un retour à court terme via le canal de Suez. Tiens, une question de Fabien, peut-être pour Louis. Des PSS sont-elles aussi prévues sur le trade Europe-Asie, donc export de l'Europe vers l'Asie? Est-ce que toi tu vois des PSS au deuxième trimestre sur ce trade-là? Ouais, merci Fabien, très bonne question. Simplement non. Honnêtement, le trade Europe-Asie est très calme. Il suit évidemment la baisse également que subit l'import-Asie. Donc sur ce trade-là, pas de souci à se faire. On parle d'une stabilisation assez générale. Donc le trade est assez flat sur ce trade. Alors Donatille, il y avait une question de Charline. Les tarifs chinois dont vous parlez, est-ce que c'est des tarifs à ajouter à ceux existants ou... Alors il me semble que tu as dit qu'ils avaient doublé les tarifs chinois. Ouais, c'est ça, de 10 à 20%. Et effectivement, faut les ajouter à ceux existants. D'accord. Très bonne question, ouais. Ok. Ensuite, alors une question une question de Mathilde sur la contractualisation. Si nous ne sommes pas capables d'anticiper les cargaisons, comment peut-on contractualiser pour éviter les cotations spot? Alors, tout va dépendre, Mathilde, tout de même de votre volume et de ce que vous entendez par pas capable d'anticiper les cargaisons. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est très très rare d'avoir un importateur qui a un volume de 10 ou 20 conteneurs par semaine extrêmement régulier, toujours les mêmes POL et toujours les mêmes POD. Ça arrive et c'est vrai que ça, ces importateurs-là, les compagnies et les transitaires les aiment bien parce que ça donne beaucoup de visibilité. Mais effectivement, ça arrive quand même largement que vous ayez un volume annuel, que vous soyez en mesure de nous donner par exemple un volume mensuel ou trimestriel, mais pas forcément en mesure d'avoir une régularité toutes les semaines vraiment impeccable, quoi. Et ça, c'est pas grave. Nous, en tant que transitaire, ce qu'on est capable de faire, c'est c'est aussi pour ça que c'est intéressant de passer par un transitaire et pas directement par une compagnie, c'est qu'on a plusieurs clients sur un même contrat. Et donc, en fait, on est en mesure de contrebalancer les sous-performances ou les surperformances de nos clients en faisant ce qu'on appelle un act basket, donc c'est-à-dire en mettant plusieurs clients dans le même contrat. Voilà. Donc, c'est un peu avec cette méthode-là qu'il est possible de, même sans avoir beaucoup de prévisibilité sur vos volumes, de bénéficier d'un contrat. Maintenant, pour bénéficier d'un contrat, il faut quand même un volume certain. Si vous avez 2 conteneurs par an, par exemple, ça sera très difficile de vous faire bénéficier d'un contrat. Mais voilà, à partir de 200, 150, 200 TU annuels, on peut discuter d'un basket, et à partir de 500 TU annuels, on peut discuter même d'un contrat strict, quoi. Donc voilà, ce que je vous invite à faire, c'est vous rapprocher de votre contact overseas si vous en avez un, ou de prendre contact avec nous si on ne se connaît pas encore. Mais voilà, pour qu'on évalue votre situation un peu plus en détail. Alors, on a répondu à toutes les premières questions. Une question de Benoît. Alors, encore très technique sur la partie transit par la France. Tu me dis, Donatien, non, c'est bon, c'est ok. Non, c'est bon. Non, mais effectivement, ouais, du coup, merci à Benoît pour votre question. Donc, si on ajoute une phase de dépotage, assemblage et repalettisation en France, est-ce que ces taxes Chine-US disparaissent? Alors, alors ça va dépendre de ce que vous allez entendre par assemblage. Si c'est juste une conciliation avec d'autres produits, là, il n'y aura pas de changement de l'origine, donc de la nationalité des produits, et donc ces taxes seront toujours applicables. En revanche, si vous modifiez vraiment le produit et potentiellement s'il y a un changement de la HS code, c'est-à-dire qu'il y a une transformation du produit, là pour le coup, effectivement, la question mérite d'être posée et il faudra regarder plus en détail. Ok.
Ok. Et ensuite, écoutez, je crois qu'on arrive plus ou moins à la fin des questions. Alors peut-être une dernière question de Fiona pour les affaires du canal de Panama. Quels sont les impacts pour le taux? Donc j'imagine, Fiona, ce que vous entendez par les affaires du canal de Panama, c'est les sécheresses qu'on a régulièrement dans le canal, et également les décisions, c'est un grand mot, mais plutôt les solutions que le président Trump envisage pour se réapproprier le canal de Panama. La réponse que je peux vous faire là-dessus, c'est que pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'impact taux là-dessus, puisqu'on est un petit peu au stade, on va dire, on n'est pas encore dans de l'annonce ferme. On est plutôt au stade des élucubrations et donc, ou en tout cas des solutions envisagées, etc. Donc nous, ce qu'on a vu, c'est pas nécessairement d'impact taux lié directement au canal de Panama. En revanche, Louis, je te laisse peut-être développer sur les impacts taux de manière générale sur la côte ouest, parce que j'imagine, si vous parlez du canal de Panama, c'est plutôt la côte ouest pour les chargeurs européens, donc sur la côte ouest américaine. Est-ce que toi, tu vois, Louis, une évolution des taux de manière un petit peu plus générale à Q2? Alors, la côte ouest des États-Unis, elle va être impactée de la même, on va dire au même niveau que la côte est. Donc on parle d'Auckland, Los Angeles, peut-être Seattle, mais en tout cas, il y a une Panama surcharge qui existe depuis déjà plus d'1 an par rapport au niveau d'eau qui est assez faible, qui du coup limite en fait l'accès des navires sur une base journalière. Mais voilà, donc tout le trade va augmenter sur Q2 dans le même sens que la côte est ou que le Golfe comme Houston ou New Orleans. Et cette surcharge Panama Canal va pour l'instant rester. Sous réserve des futures annonces du président Trump. Donc ça, ce sera à suivre dans les semaines à venir. Super. Bon voilà, je vois on a dépassé même d'1 minute, on arrive à la fin du temps qui nous est imparti. On veut pas trop déborder pour essayer vraiment de tenir le timing. Merci beaucoup en tout cas Donatien et Louis, et merci surtout beaucoup à vous qui êtes toujours plus nombreux à suivre nos webinaires et toujours plus nombreux à nous poser des questions. Donc on espère encore une fois que le sujet vous a intéressé. Et on vous donne rendez-vous le mois prochain pour un prochain webinaire dont on ne connaît pas encore le thème, mais qui sera probablement sur toujours maritime, aérien, et puis peut-être d'autres annonces de Monsieur Trump. Voilà, merci à tous. Au revoir. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir, bonne journée.